Iliana and Stavros, thanks a lot for being here today with us. So the only thing I'm going to do first is introduce to everyone first in French, and then I'm going to make the translation for you guys. And the only other thing I'm going to ask you is please, if you can speak pretty slowly or trying to make pause, because I'm going to translate at the same time. And obviously for everyone, don't hesitate to tell me if there's any issue with internet, with Wi-Fi or whatever. And then I'll be stopping and starting all over again. Du coup, merci à tous et à toutes d'être aujourd'hui avec nous, surtout un samedi matin à 10h. Donc, on est très content de vous avoir pour cette table ronde qui est à l'occasion de la Journée internationale des migrants et migrantes aujourd'hui. Et nous sommes très heureuses d'accueillir Iliana et Stavros qui travaillent à l'organisation Solomon qui est basée en Grèce. Donc, Solomon est une organisation à but non lucratif qui est fondée à Athènes et qui utilise notamment les médias comme un outil d'inclusion et de changement social. Donc, Solomon se consacre à la couverture des réfugiés et des migrations en Grèce, ainsi qu'aux politiques qui affectent leur vie. Donc, l'organisation récemment a publié une enquête sur les travailleurs et travailleuses agricoles, migrants et migrantes dans les champs de fraises de Manaloda à Ilia en Grèce, ainsi qu'un reportage photo. Donc, merci beaucoup à Iliana et Stavros d'être avec nous aujourd'hui et d'être là aussi pour vous parler un peu plus de leur travail de recherche. Donc, je vais aussi faire la traduction pour Iliana et Stavros. So thanks a lot for being with us today for the International Day for Migrants. So we're really happy to have you today and to have this roundtable to be able to discuss more about these issues. So in terms of presentation, I explained to everyone that Solomon is a non-profit organization that is founded in Athens and that uses media as a tool for inclusion and social change. Solomon is dedicated to covering refugees and migration in Greece, as well as the policies that affect their lives. And recently you have been publishing an investigation of migrant farm workers in the strawberry production in Manolada in Ilia in Greece, as well as the photo essay. So thank you so much for being here. And actually, I'm going to turn the floor for you if you want to introduce a little bit more yourself and tell us more a little bit about the Solomon organization. So good, thank you, Florian. Hi to everyone, and thanks Action in France for this kind invitation. So I'm Iliana, I'm the direct, yeah. Du coup, Iliana vient juste de nous dire merci à tout le monde d'être là pour cette table ronde et cette occasion. Et du coup, merci aussi d'avoir créé cette opportunité de se réunir. Et du coup, il s'agit d'Iliana. I'm the director of Solomon. It's been, I think, a year now that I'm in this position in the organization. I joined the team in 2018 as a project manager back then for a series of seminars and workshops that Solomon is organizing related to storytelling, journalism, and multimedia. Du coup, Iliana a rejoint l'organisation en 2018 et en fait, au début, elle travaillait en tant que chargée de programme Project Manager, notamment sur des formations et ateliers que Solomon fait et précisément en lien avec tout ce qui concerne le storytelling. And after, I'd say, many changes that the organization went through these years, today I took over as a director of the team. Now, a few words maybe about Solomon. So Solomon started in 2016, and it was an initiative by, let's say, a group of people, a group of friends who wanted actually to create an open and safe space for the different communities of Athens in order to talk about the issues that their communities are dealing with. Donc, du coup, Iliana a pu voir qu'il y avait pas mal de changements dans l'organisation et maintenant, en fait, elle est directrice des différentes équipes et elle nous explique qu'en fait, Solomon s'est vraiment créé en 2016, donc ça reste assez récent et que ça venait vraiment d'une initiative de plusieurs groupes et d'amis, en fait, de créer un espace, en fait, d'inclusion au sein duquel on peut justement discuter des différents problèmes auxquels font face les communautés. So in the beginning, the core team consisted of people
I mean, from Greeks, but also from people with a refugee or migrant background who were living in Greece and Athens for some time, for many years actually, some of them. And they created this platform, Solomon, where people could write about the, like I said earlier, the issues that they're dealing with in their everyday life, and it was a platform that the different communities, mainly let's say marginalized or vulnerable communities, could represent themselves and talk about their issues. Parle, moi je les entends plus. Hein? On me dit. So, du coup, Iliana en fait explique vraiment que l'idée c'est que c'était une initiative, donc comme je précisais, donc d'amis, de groupes, de communautés, et qu'au sein de cette initiative, du coup, il y avait à la fois des personnes qui venaient de Grèce, des journalistes, mais il y avait également en fait des personnes qui étaient des migrants et migrantes qui étaient installés là depuis en fait des années, et que le but avec Solomon, c'était vraiment d'avoir une plateforme qui soit ouverte pour qu'on puisse justement écrire et parler en fait des différents problèmes de ces communautés en lien avec la migration notamment. I think it would be accurate to say that when Solomon started was like a more opinion-based platform. I mean, the pieces and the content that was uploaded on this platform was not necessarily created by people who were journalists or had the skills to create this multimedia content. L'un des points aussi, en fait, c'était que de base, quand il y avait cette plateforme, c'était pas forcément avec des personnes qui avaient nécessairement ces compétences pour créer, en fait, une plateforme, notamment avec des liens à réseaux sociaux ou multimédia. And this changed a lot through the years, I'd say. And we reached the point that Solomon find the balance between doing I would say very quality and good journalism, but also in a way that its journalism remains inclusive and close to the migrant and refugee communities, and try, let's say, to use innovative tools and processes in the journalism that we create. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui soit performante en termes d'articles, de journalisme, mais aussi de garder vraiment cet esprit de communauté, de plateforme au début, qui soit vraiment avec cette perspective inclusive et qui puisse notamment développer en fait des outils. So today, after these years, Solomon has its own core team that consists of journalists, but also of other expertise. So talking, for example, about myself, my background is not in journalism at all. I have a background in psychology and social anthropology. Although right now, yeah, I mean, I work as a journalist. We work very closely with interpreters and translators and I don't know, people with different expertise coming from different fields. Du coup, à l'heure actuelle, en fait, il y a vraiment une équipe de salariés qui s'est créée à Solomon et qui sont notamment constitués de journalistes. Et Iliana explique par exemple qu'elle a un background de journalisme, mais également en anthropologie sociale. Et que le but également de Solomon, c'est également bien sûr de travailler avec d'autres groupes, d'autres réseaux, notamment des interprètes, pour s'assurer qu'il est possible de faire le lien avec les migrants et les migrantes. It's true, like Florian said earlier, that Solomon has a focus on reporting on migration and refugees issues. But the last years, we also tried to include more, let's say, subjects on our agenda. So from this year, for example,
we'll start to focus more on what we call food systems, or everything that comes under the umbrella of environment and climate justice. And also another focus area which will be transparency and accountability when it comes to those in power. Donc, au-delà du coup de l'aspect réfugié et migration qui reste quand même très important à Solomon, en fait, au fur et à mesure des années, ils se sont étendus également et ils cherchent en fait à couvrir d'autres problèmes, notamment plus liés à l'alimentation, mais également à la justice climatique. Et ils ont également un composant sur tout ce qui est transparence et responsabilité pour justement être capable de demander en fait aux personnes qui ont le pouvoir ou qui font justement les politiques d'être responsables de ces situations. I think one last thing about Solomon worth to mention before I introduce you my colleague Stavros is that one of the first activities that Solomon started back in 2016, and we keep on working in this project, is what we call Solomon Media Lab, which is actually the workshops and seminars and this educational hub we have. Sorry, I got cut just a little bit, but actually, so what I understood is that pardon, j'ai du coup été coupée un petit peu, mais ce qu'expliquait également Eliana, c'est que maintenant, il y a justement aussi d'autres composants Solomon en fait qui se créent. Il me semble que celui-ci, du coup, est également lié plutôt sur certains outils ou le storytelling et qui se nomme Solomon Lot. Good. So, yeah, now I think I will give the floor to Stavros to introduce himself. Yeah. Sure. Hi, everyone, and good morning from Athens. I'm Stavros. I'm a journalist and member of Solomon. And I met the team back in 2016 when I attended one of the seminars that Iliana talked about. Du coup, Stavros également. Stavros est également un membre de Solomon plus récent. Et en fait, il a justement connu et contacté l'organisation lorsqu'il a assisté en fait à un séminaire qui était organisé par Solomon. I joined the team like a bit more than 2 years ago, covering mostly, refugees with the team here. And I think that, Iliana made a very good presentation of what we do and how we work. But I think that what makes Solomon a bit unique in the way that it reports is that it really has this relationship with the communities that it covers. So it's not an issue of, contacting them once in a year, but it's an issue of being close with them and keeping up with them and actually involving them in the process, which is, I think, something different related to how journalism is done in Greece. Et du coup, Stavros donc, a rejoint l'organisation il y a un peu plus de 2 ans. Et au-delà de ce qu'Iliana a mentionné, ce qui insiste également au sein de Solomon, c'est vraiment le lien avec les communautés, les migrants et migrantes, où en fait, le but, c'est pas juste de les contacter une fois de temps en temps, mais vraiment en fait de travailler avec eux, d'avoir un véritable suivi. Et c'est aussi ça qui les distingue en fait du journalisme en général qui se fait en Grèce. And I think that would be from me about, Iliana said everything about how we work, so we could... Yeah. So the next question actually I will want to ask is related to the investigation you published about the living conditions of workers from mainly Bangladesh working in strawberry production in Manoloda in Ilia. So I wanted to know if you could maybe explain us a little bit more about the whole situation, like, more generally about the numbers.
how is everything going, and obviously the findings of your investigation. Du coup, la prochaine question, en fait, est liée à la recherche que Solomon a conduit dans les plantations de fraises de Manaloda en Ilia, en Grèce, et notamment, en fait, les différentes conditions de vie, de travail et la situation générale des travailleurs et travailleuses agricoles qui viennent principalement du Bangladesh et qui travaillent donc dans cette plantation. Should we start with a few things about the investigation about Manolada? Yeah. You have the floor. Yeah. Okay. I'm also sending you the link to one of the photo stories that was published with this. Du coup, Stavros est en train d'ajouter dans la discussion le lien en fait du reportage photo qui a été fait par Solomon et qui en fait permet d'avoir des photos en fait qui se focalisent un peu plus justement sur les conditions de vie et travail de ces migrants et migrantes. Je vous invite fortement à aller le regarder puisque du coup les photos sont vraiment très belles et je pense que c'est très intéressant justement aussi d'avoir cette perception presque plus intime de ces conditions de vie. All right, so Manolada is an area where 90% of the local strawberry production is created. Imagine some very, very small villages that before this huge production of strawberries were kind of ghost villages, not too big, not too many people. And now for the past years, more and more, this area is bringing, tens, dozens of millions of euros each year because of its exports. Most of the strawberry, it's exported to Europe and abroad. Donc Manolada, c'est en fait une région, une province en Grèce où en fait se concentre 90% de la production de fraises. Et de base, en fait, c'était plutôt un petit village, ce qu'on dirait plus même un village fantôme où il n'y avait pas particulièrement d'activité. Et suite en fait à cette production intensive, on se rend compte maintenant que c'est une zone qui génère des dizaines de millions d'euros en fait avec l'exportation des fraises en Europe, mais également dans le monde. There are up to 10,000 workers. Most of them, they come from Bangladesh and some are from Pakistan. The vast majority are undocumented. They don't have documents. So they are also afraid to go to other areas because they could be, prosecuted by the police. But there they know that the police will not touch them because the local producers need them to make money for them. Donc, en haute saison, on peut avoir jusqu'à 10 000 travailleurs et travailleuses qui viennent principalement du Bangladesh, mais également un peu du Pakistan. Et en fait, la grande majorité de ces personnes sont en fait non documentées. Ils n'ont pas de papier, donc ce sont des migrants et migrantes illégaux et illégales. Et en fait, à cause de cela, ils ont particulièrement peur d'aller dans d'autres zones et d'être poursuivis par la police ou par les autorités, alors qu'en fait, justement, dans cette zone, la police à Manaloda, la police, en fait, ne les pourchasse pas particulièrement avec le fait qu'il n'ait pas de documents, parce qu'en fait, les producteurs et productrices locaux savent très bien, en fait, qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre et que c'est ça qui permet de générer de l'argent dans la zone. Donc, en fait, il y a une sorte d'acceptation locale, parce qu'on sait que les migrants et migrantes sont nécessaires pour, en fait, ce revenu dans la région. So some of them are newcomers. They might have come this year. Some might be in the area for 5 years. We have met people who are there over 10 years. The most worrying thing is that they live in pretty much on the field. They live in some homemade sacks that are created from this plastic material that is also used for the greenhouses, and they live, on the field. They don't have access to clean water, to heating. They are, they sleep on some. They don't have mattresses, and they live there. Some of them, they live there for up to 10 years or more. Du coup, parmi ces personnes, en fait, il faut se rendre compte que, étant donné que les migrants et migrantes viennent sans papier, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux, en fait. Donc, en général, on en a beaucoup qui restent des années, notamment 5 ans, voire même 10 ans, et du coup, en fait, qui travaillent là durant la haute saison et qui après vont, par exemple, dans d'autres zones.
en termes de conditions de vie, en fait, on se rend compte que généralement, c'est des personnes qui vivent en fait dans les plantations, dans des sortes de camps, et que c'est des conditions de vie particulièrement horribles, puisqu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas particulièrement de salle de bain ou de toilettes, donc c'est vraiment des conditions de vie particulièrement difficiles. Et encore une fois, on parle vraiment de chiffres, on parle en haute des saisons de 10 000 personnes en fait qui sont agglutinées dans ces camps. And one other interesting thing is that very often the workers, they don't even know who they work for. So they are not attached, let's say, connected to some specific producer, but they usually are attached to some other Bangladeshis who are the most experienced in the area and old in the area. And they are like the gang masters, and their job is to find personnel for the producers. So the employees, they have contact with them, and very often they don't even know who they work for. Donc en général, les travailleurs et travailleuses, sachant qu'on est sur une grosse majorité en fait d'hommes, donc pas particulièrement de femmes, en fait généralement ces travailleurs ne connaissent pas en fait pour qui ils travaillent, que ce soit les productrices, les producteurs, donc ils travaillent dans une plantation mais ils ne savent pas qui sont les propriétaires, parce qu'en fait il y a un système de mastour où en fait ce sont des personnes qui ont émigré en Grèce à partir du Bangladesh depuis des années, qui sont installées dans la communauté, qui connaissent la langue et en fait qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les producteurs et productrices et les travailleurs et travailleuses. Donc en gros, les producteurs et productrices vont venir en disant qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, tandis que les travailleurs et travailleuses vont en fait venir sans papier en cherchant un travail. Et ces mastours font en fait l'intermédiaire entre les deux, mais ce qui fait qu'il y a très peu de relations entre les travailleurs et les propriétaires ou les producteurs et productrices. And one more interesting thing has to do with the labor inspection. So as you can imagine, there are very often complaints and reports about the conditions that people live in and how they work undocumented without insurance, you know, all these human rights violations. The interesting thing is that the labor inspection cannot practically do inspections on the field in agriculture because Greece has not signed one treaty, one treaty by the International Labour Organization. So for the moment, Greece cannot inspect agricultural work because the country has not yet signed this treaty. Et donc, en fait, il y a quand même quelques plaintes, justement, des conditions de travail, des conditions de vie, où encore une fois, c'est vraiment des gens qui sont agglutinés dans la chaleur, sans distanciation, sans sanitaire. Donc, enfin, on est vraiment dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Et en fait, même s'il y a quelques plaintes, la Grèce n'a pas ratifié le traité de l'Organisation internationale du travail, ce qui fait qu'en fait, il n'est pas possible d'avoir des inspections du travail dans ces plantations. Du coup, en fait, ça permet aux producteurs et aux productrices, ainsi qu'aux mastours, d'échapper à tout contrôle. And the area became widely known also in Europe. You might have heard about it in 2013, when some hundreds of Bangladeshi workers were protesting because they were not paid for 6 months. And some of the, let's say, the bodyguards of the boss of the local producer, a big producer, they shot at them. And many of them ended up in the hospital. And this is when the case was also brought to the European Court of Human Rights. Alors en fait, cette situation du coup qui s'éternise depuis des années a surtout gagné plus de visibilité en 2013, quand il y a environ une centaine de travailleurs et travailleuses, notamment venant du Bangladesh, qui ont commencé à protester parce qu'en fait, ils n'avaient pas été payés depuis 6 mois. Sauf qu'en fait, en réaction, les producteurs et productrices agricoles ont réagi par la force et avec des personnes de sécurité qui ont commencé à tirer sur la foule, ce qui a mené donc à des personnes étant blessées. Et en fait, c'est ça qui a permis d'apporter plus de visibilité à la situation et notamment qui a mené à une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. And one more last thing about it is that so the employees cannot be employed legally, they don't have documents, but some of them who do have, there is a specific law, and then
there is one agreement between the producer and the persons, and that person receives all the payment for other people. So that person, you might see him in the end of the year, and he might have, 100,000 euros or 200,000 euros. This is one way, because the producers, it's in their benefit to present costs, workers' costs, and they also usually present the salaries of the people as fertilizer for the ground. So you see that suddenly, there are huge quantities of fertilizer that is not justified by the land. Du coup, en fait, aussi certaines tactiques du coup qu'ont développé les producteurs et productrices, c'est qu'en fait, les personnes qui vont être documentées, donc qui vont avoir des papiers, vont recevoir un salaire, mais du coup vont recevoir un salaire pour tous les travailleurs. Du coup, à la fin, par exemple, d'une période, ils peuvent vraiment se retrouver avec 100 000, 200 000 euros, et du coup, ce sera à eux de le redistribuer au sein des travailleurs et travailleuses, qui bien sûr peut mener à des abus. Mais du coup, étant donné que les producteurs et productrices ne déclarent pas ces travailleurs non documentés qui n'ont pas de papier, en fait, les producteurs et productrices vont du coup mettre ça sur en fait équipement pour pesticides, fertilisants, pour justifier ces dépenses auprès de l'État. Donc on voit que c'est vraiment des tactiques qui ont été développées pour continuer en fait ce système d'abus. Et aussi 2 points que je voudrais ajouter également, c'est que du coup il y a parfois des cas où justement ces mastours, ces intermédiaires demandent de l'argent aux travailleurs et travailleuses non documentés pour justement être employés, et qu'en général, en fait, ces travailleurs et travailleuses, qui d'ailleurs, en fait, bien sûr, n'ont pas d'équipement de protection lorsqu'ils travaillent sur des pesticides ou avec des fertilisants chimiques, ces travailleurs et travailleuses doivent en plus payer les propriétaires pour vivre dans ces camps. Et du coup, en général, c'est à peu près environ 5 euros, quelque chose comme ça. Mais à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est des producteurs et productrices qui reçoivent une somme extraordinaire pour des camps dans lesquels 10 000 personnes sont agglutinées. Donc, ça insiste vraiment en fait sur la situation d'abus qui est perpétrée dans ces plantations. And these people, they are invisible to the state. They might be in Greece. Now we have newcomers who are second generation, like children of men who worked here. They come here to work also. So we have this second generation, but to the Greek state, they are invisible. They live there, they live in the fields where they work. When the season finishes, they go to other areas to work. And now, because Italy has been more appealing to them when it comes to documents that they can get, now actually this summer, many of the workers left and they went to Italy to try their luck there. So now the producers, they have an issue of finding the people who they need to work. Donc, à l'heure actuelle, l'État grec, en fait, ignore complètement ces personnes, le fait qu'il n'y ait pas de papier ou du coup, n'instaure aucune norme pour reconnaître qu'en effet, dans ces zones, il y a des personnes, notamment qui ont besoin de logement, qui ont besoin de droits, et qu'à l'heure actuelle, ça commence de plus en plus à poser soucis, parce que par exemple, l'Italie a des normes ou des législations qui vont du coup mieux respecter ou mieux aider les migrants et migrantes, notamment par exemple en termes de salaire, et qu'en fait, ça crée en fait un mouvement des migrants et migrantes qui ne se dirigent moins vers la Grèce et ses plantations, mais qui se dirigent plus vers l'Italie. Et bien sûr, ça pose en fait un souci aux producteurs et productrices en termes de main-d'œuvre. And one last thing interesting is that I forgot to tell you that the migrants who live there and they live in these worrying shacks that you can see on the photo story that we sent you, they actually pay a rent to live there. So they each pay like 30, 40 euros, 50 euros per month just to be allowed to live, you know, on the field, roughly. And the payment is usually like 24 or 25 euros, which is of course below, you know, what they would earn if they were insured and if they had the proper pay wage. Du coup, en fait, ce que mentionne Stavros, c'est que ce que j'avais précisé, c'est qu'en fait, ces personnes, du coup, payent pour vivre dans ces camps et qu'en fait, à la fin du mois, ça correspond environ à 30 euros, 40 euros par personne. Donc, en fait, si vous multipliez ça par 10 000 personnes, en fait, sachant qu'il n'y a aucune infrastructure,
ça correspond en fait à énormément à une somme très considérable et qui en plus du coup est prélevée en fait du salaire qui est déjà de misère de ces personnes, puisqu'en général en fait ces migrants immigrantes acceptent d'ailleurs des salaires qui sont beaucoup moins importants par exemple que d'autres générations de migrants et migrantes. We put the links of the story published on our website. You can find it in the chat. There is the link of the photo essay and then the whole story, the long form. And there is also a French translation published in Vox Europe. And I mean, you can see there what are the conditions we're talking about and what are the places they have to, I mean, to pay for to live into these conditions. And it's crazy. Et du coup, Iliana vous précise en fait que dans la barre de discussion, en fait, elle a ajouté également plusieurs articles en fait. Donc d'abord le reportage photo qu'on a mentionné déjà, mais également en fait les articles en fait qui ont été publiés à ce sujet, et notamment certains ont été traduits en français, donc ils sont tout à fait disponibles, et ça permet aussi pour vous en fait de reprendre à nouveau ces points qui ont été mentionnés, notamment sur la situation, mais également sur les différents points en termes d'intermédiaires, les personnes qui ont été donc sur lesquelles on a tiré en 2013, ou encore avoir un peu plus de détails sur les conditions de vie, par exemple. Du coup, je vous incite à utiliser en fait ces articles si vous voulez avoir plus d'informations dessus. And the living conditions, the living and working conditions you see in these pictures, it's actually, the situation is not getting any better, and this is also I don't know, it's very sad for us also that we at Solomon we're reporting on the situation in Manolada since 2019-18. Like we visit the area quite often. I mean, I don't know, twice at least every year. And nothing has really changed all these years. Quite to the opposite, I would say. Donc du coup, en fait, dans le reportage photo, vous avez certaines photos qui se focalisent plus sur les conditions de vie. Donc de mémoire, on voit en fait une personne qui est dans une pièce sombre, justement avec une couverture, mais on voit bien qu'il n'y a aucun ameublement, aucune infrastructure. Il y a des zones où on voit plusieurs personnes en fait qui sont entassées. Et en fait, le but vraiment de Solomon, c'est d'avoir vraiment un contact avec ces personnes, pas juste d'y aller en fait pour avoir un article, un reportage, mais vraiment d'essayer de créer des liens avec des communautés, notamment avec des interprètes pour comprendre. Et Iliana constate avec tristesse qu'en fait, depuis ces dernières années, il n'y a pas de changement et au contraire même, on peut presque voir une dégradation de la situation. I don't know, Florian, if you want to continue maybe with the next question. Sure. Okay. So the next question I have in mind was actually if you could maybe tell us more about how the research was conducted, so to explain us more about the methodology, and also if you could maybe tell us more about like the biggest challenge you have encountered to do this research, or even like in general in your work. Du coup, la prochaine question que j'aimerais poser à Iliana et Stavros, c'est en fait pour savoir un peu plus comment cette recherche en fait a été conduite, et également s'ils pouvaient nous parler un peu plus en fait des défis auxquels ils ont fait face durant cette recherche, mais aussi de façon plus générale en fait dans leur travail. On the methodology, I would suggest to anyone who is interested to cover such issues that the best thing, first of all, is to go there. Actually, like it's you need to go on the field to see how things really are, how you will handle one issue. And these people, I mean, most people who are vulnerable in another country, they will trust someone when they see that they have good intentions. So when you get there and they see that you really care about the issue and that you are ethical on how you treat them and how you talk with them. And I mean, literally, just when they see that you are a nice person, they will open up and they will trust you. And when they trust you and when they, give access to information, this is the most, the most valuable thing you can get if you have the trust of the communities.
Donc du coup, bien sûr, Stavros insiste sur le fait qu'il faut aller sur le terrain, que pour de tels articles et investigations, c'est pas juste en fait une analyse de bureau ou de données, mais qu'il faut vraiment y aller. Et qu'en fait, un point important aussi, c'est bien sûr montrer ses bonnes intentions, que le but, c'est pas faire un reportage dramatique, mais vraiment montrer en fait qu'il y a des problèmes et justement créer une relation de confiance avec ces personnes, avoir une éthique, montrer vraiment qu'il y a un soin, qu'il y a un souci par rapport à leur situation et que ça en fait c'est en fait vraiment la clé du travail, d'être capable de gagner la confiance de ces communautés pour justement avoir ces détails, mais que de façon générale, en tout cas dans leur situation, ça se passe plutôt bien, où en fait les personnes voient qu'ils sont de bonne volonté et du coup en fait s'ouvrent un peu plus justement sur leur situation. Yeah, so this is the one part, like to go on the field to get the information from there. The other part is that you need to somehow verify this information because it's very possible that you know, they will tell you what they know. Maybe something is different, maybe something is not exactly as they say. And then you can go to data and you can check. For example, we have checked extensively the finances of the local producers, and these are usually things that more or less you should be able to find online in some you know, like database from the government or some website. So I think it's also very important to have this aspect also, the context and the financial issues of the companies. Donc un autre point important, bien sûr, c'est la vérification des données, parce que du coup, quand les travailleurs et travailleuses parlent de certaines situations, en fait, parfois, ils ne vont pas avoir tous les éléments. On mentionnait par exemple le fait qu'ils ne connaissent pas les propriétaires, donc ça crée aussi un souci. Donc il y a ce besoin de vérifier des données, que ce soit alors avec des articles, des données en ligne ou d'autres organisations, et que c'est important aussi d'avoir également une vision générale en termes de contexte, mais également de situation financière. Et par exemple, concernant la situation financière de certains propriétaires ou productrices, c'est possible par exemple de le regarder en ligne sur des bases de données de l'État, mais c'est important vraiment d'avoir ce souci, d'avoir l'image globale, puisque comme le précise finalement, les travailleurs et travailleuses sont en lien avec leurs masters, les intermédiaires, mais pas nécessairement avec tous les acteurs et actrices de la situation. And one third thing I would add is to, you know, we don't know everything and we can't possibly know everything. And there are people who research on each field for years, and this is what they do. So then it's wise to also get in touch with them and have a relationship with them, also a professional relationship, like to collaborate with them. And this is also what we do. There are two people who study this field. They know how to explain some things to us that we maybe don't understand. They know to give us some context when we need. And it's very valuable to have contact with them frequently and to also, you know, catch up on what news you have and what news they have and keep this common route. Du coup, bien sûr, il y a également d'autres organisations qui travaillent depuis plus longtemps sur ce problème spécifique dans cette zone. Et c'est important en fait d'être en lien avec elles parce que ces organisations ont peut-être des éléments de contexte que Solomon n'aura pas. Donc, c'est vraiment important d'aller vers elles pour avoir plus d'informations, mais également toujours d'avoir ce souci de vérification des données ou d'update régulière pour en fait vérifier s'il y a une bonne transmission des informations, si d'autres organisations ont de nouvelles données en fait sur la situation qui pourraient être utiles. Okay, and no, go on. I just wanted to say a few things about the challenges. I mean, if we have the time. Yeah, go on. Okay, good. So I'd say the most important thing, and not only to this story, but to all the stories we try to report on, is trust, and to establish trust with the people who are, let's say, the protagonists of a story. And then this one is, of course, very much related to what Stavros was saying about actually being on the field and, you know, preferably not only once, but visit the same place in the community again and again and again in a period of time. Du coup, un point important vraiment qui est important de souligner, c'est vraiment cette création de confiance, du coup,
c'est pas en fait possible forcément de faire un reportage en y allant 1, 2 fois, mais qu'il faut vraiment créer un climat de confiance en amont et d'être capable de retourner sur le terrain plusieurs fois pour justement en fait avoir ce climat qui se crée et donc savoir qu'on peut avoir de nouvelles informations des travailleurs et travailleuses. Et ça va en fait de pair avec l'esprit ou les valeurs de Solomon, où le but vraiment c'était une perspective d'inclusion dès le début. And then the other thing, of course, is especially when you cover stories where your people, your sources are migrants or refugees, the barrier of language. So usually, not always, because sometimes people, I mean, they speak English or they may know some Greek, but in many cases you need to have a translator, an interpreter with you, which also help, I'd say, a lot with the matter of trust, because in a way you have someone that seems to have something common with them, and that is language. Donc un point aussi important à prendre en compte, c'est la barrière du langage. Il y a beaucoup de ces personnes en fait qui parlent pas anglais, qui parlent pas grec. Parfois, ces personnes parlent un peu d'anglais, mais c'est pas forcément un excellent niveau de compréhension. Et qu'en fait, ça, c'est un souci. Il faut être capable en fait de comprendre ces personnes. Et également, en fait, le langage, c'est un point important puisque ça montre qu'il y a quelque chose en commun et ça permet de développer en fait ce climat de confiance. Et que généralement, en fait, ce qui se passe, c'est en fait avoir des liens avec des organisations qui parlent le langage ou des personnes qui le parlent, qui font vraiment l'intermédiaire ou l'interprète. Et que ça c'est un défi, mais que du coup, une fois en fait que c'est acquis, ça permet vraiment de faciliter la conversation. And then one last thing to add, although the list of challenges could be very long, is I think what Stavros said earlier, like to be able to verify the information you got from the people. And I mean, we have seen it a lot, not only in the case of Manuelada, but I don't know, you visit a refugee camp and everyone has to share their own story, and they have sometimes their own interpretation of things and what's happening. And it's your responsibility as a journalist to try to verify everything and fact check everything. And see, you know, what's the real story. Et encore une fois, l'un des défis, oui, c'est la vérification des données, puisqu'en fait, ces migrants et migrantes viennent chacun avec leur propre histoire et tout, et que parfois, ça peut être difficile en fait de démêler tout ça, et que c'est important vraiment d'avoir ce processus de vérification en fait, puisque du coup, c'est quelque chose qui est publié, du coup, ça engage la responsabilité de l'organisation. So I think maybe my last question to close this before leaving up the open space will be about like what do you think should be done or should be put in place to improve the situation of these workers. Du coup, ma dernière question avant d'ouvrir l'espace justement pour les questions que vous pouvez avoir, ce serait en fait de savoir les propositions d'Iliana et Stavros, ce qu'ils pensent qu'il serait pertinent justement pour permettre d'améliorer la situation et les conditions de travail et de vie de ces travailleurs et travailleuses. I think that what needs to be done is that the Greek state needs to recognize that these people live here. They need to become visible to the Greek state. As we said, some of them are here for more than 10 years, so they need to become visible. And the Greek state needs to acknowledge that if they become visible and they live in proper conditions and they get taxed for their payment, everybody will be benefited. They will be benefited because they will have insurance, and when they get sick, they will be able to get somewhere. And they will not, you know, they will have the basic rights that the European country should keep. And the state will be benefited also because in the end they will also provide, you know, back to the insurance of the state. So they need to become visible, I would say. Donc du coup, la réponse d'Iliana Estravos à ce sujet, en fait, c'est qu'il y a aussi la responsabilité de l'État qui doit être engagé, puisque du coup, en fait, l'État en fait, doit reconnaître qu'en effet, il y a des personnes, donc jusqu'à 10 000 personnes,
qui travaillent dans ces zones à ce moment-là, puisque pour le moment, comme ce sont des migrants illégaux, ce n'est pas reconnu, mais qu'il faut vraiment que ce soit fait pour justement apporter plus de protection à ces migrants-migrantes, notamment en termes d'assurance, de garantie de santé, de logement également, et que justement, en fait, avec ça, ça peut également bénéficier aux producteurs et aux productrices en termes de taxes, mais qu'il y a réellement, en fait, un travail, en fait, à faire également du point de vue de l'État pour que ce soit reconnu, puisque pour le moment, en fait, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où il y a une acceptation générale qu'en effet, il y a des migrants qui sont présents, puisque du coup, on mentionnait le fait que la police, justement, ne les arrête pas, par exemple, ou parce que justement, ils permettent en fait d'engendrer de l'argent, mais que du coup, en fait, ça n'aide pas les migrants et qu'au contraire, ça dessert leur cause. Donc, il y a vraiment un enjeu justement à ce que l'État grec soit présent sur ces problématiques et justement prenne ses responsabilités. And Florian, if I may add something like very short, so I was editing an interview this week that a colleague did with a data editor from Lighthouse Reports, which is an investigative outlet. And so a few months back, actually last month, I think, they published the findings of a huge investigation in Europe about the vaccination of undocumented migrant workers. And she said something, I think, very to the point to this interview. It's going to publish next week at Solomon. And she was like, we have seen that politicians, they realize that this anti-migrant policy, it sells good in a national level in many countries. And I think this is also the case in Greece. But especially with COVID-19 and the recent pandemic, they came to realize that in a way it's on their own interest to try to include the migrants and refugees and undocumented people to their health systems and vaccination policies and I don't know, integration, what we call integration, because I think we are in a position that we have reached, we are on the edge in a way, and the pandemic was the condition that pushed us there. Du coup, un point intéressant qui est soulevé par Eliana, en fait, c'est la situation actuelle avec le Covid-19. Du coup, en fait, elle mentionne justement qu'il y a un article qui va être publié récemment et qui mentionne en fait le fait que certains migrants et migrantes auraient été vaccinés par un des vaccins contre le Covid-19. Et elle insiste sur le fait que malgré le fait généralement que ce soit des politiques qui ne favorisent pas en fait les migrants et migrantes, qu'en fait la pandémie nous montre vraiment que s'il y a un besoin actuel, que du coup, il y a un besoin de main-d'œuvre avec ces personnes qui est accepté par les producteurs et productrices puisque ça leur bénéficie, mais que justement, en fait, en termes de santé, c'est dans l'intérêt de l'État, justement, de reconnaître qu'en effet, il y a des migrants et migrantes et qu'ils ont besoin d'être intégrés dans le système de santé et justement d'être soutenus. Donc, en fait, c'est intéressant de voir justement que cette situation, cette pandémie, a également soulevé de nouvelles issues et notamment le besoin que ce soit pris en compte, mieux adapté et qu'il y ait en effet des solutions qui soient proposées. Alors du coup, maintenant, en fait, je vais un peu ouvrir l'espace à quiconque aurait une question. Donc, je vous invite à ajouter en fait la main levée en termes de réaction et poser votre question en français à Iliana et Stavros que je traduirai du coup. Alors, vous pouvez ou lever la main, ou envoyer la question en commentaire. Voilà, l'option qui vous convient le mieux. Et du coup, Iliana aussi ajoute un article, c'est notamment en fait l'article qu'elle mentionnait sur le fait qu'il y aurait certaines personnes migrantes illégales qui auraient été en fait justement vaccinées. And Florian, I will also share our emails in the chat in case people feel shy, I don't know, to ask things, or maybe they don't have any question now, but maybe later. So I will put our emails here. Alors du coup, Iliana aussi ajoute gentiment leur mail au cas où justement vous vouliez poser des questions, mais vous ne puissiez pas
maintenant. Et oui, du coup, Marianne, je vois ta question. Donc, vas-y, je te laisse. Très bien, merci Floriane. Je voulais surtout vous remercier en fait pour tous ces éléments. Pour moi, ça m'a fait découvrir pas mal de choses. Et puis, voilà déjà ce média. Action Aid, en fait, que je ne connaissais pas forcément. Voilà, donc c'est déjà pour moi une première découverte. Plus également Vox Europe, qui a l'air d'être un beau média indépendant sur l'Europe. Donc, je vois aussi plein d'autres articles intéressants. Donc voilà, pour moi, c'est une première approche, une première prise de conscience aussi de la situation des migrants. Et en fait, je me posais la question, c'était l'intitulé finalement de cette séance, c'était Engage tes likes. Quels sont finalement les moyens hors financiers, enfin, ou financiers aussi, mais quels sont les moyens de soutenir? Est-ce qu'il faut partager les articles? Est-ce que vous nous enfin, quel est le bon moyen de faire connaître ce média et ces articles? Voilà, merci. Merci beaucoup à toi, Marianne. So Marianne is first thanking you for your presence right now and the fact that she felt like it was a really good moment for her to discover more about this organization, the Solomon, as well as ActionAid France. And that's also like, for example, like, you know, the article that translated your article in French of Vox Europe is also for her like a good way to know new media who seem like really interesting on that. So thank you from her. And her question is actually about like, what is it feasible to do at our level, not being members of organization, to actually help on that issue? Will it be like visibilizing, sharing articles? Like, do you have maybe anything to suggest to feel like we're also like engaging and mobilizing or acting within this situation? I think, of course, you know, spreading the word about it helps, like, to raise awareness. And I think that as European consumers, I would say that we have also the power to, you know, to show to products that are produced in this way, to the companies that make money out of them. I think we can show them that we are not happy about it. And this worked in 2013 after the shots. There was a big boycott movement in Europe, and this worked a lot, but now the case is forgotten. People live in exactly the same conditions, exactly the same. And we still, you know, give to this area tens of millions of euros each year. So I think that we could also, you know, act as responsible consumers. Yeah, actually, Florian, if you want to translate this first, and I'd like to add something. Donc, la première partie de réponse des travaux, c'est qu'en effet, oui, c'est important justement de visibiliser ça, parce que comme on le mentionnait en 2013, en fait, une fois qu'il y a eu ce mouvement de protestation et que les personnes qu'on a tiré sur elles, qu'à ce moment-là, il y a eu plus de visibilité, mais qu'en fait, ça s'est un peu perdu avec le temps, et que finalement, c'est aussi un des enjeux de Solomon, en fait, au moment, en fait, on parle de quelque chose qui n'est pas forcément sur l'agenda des médias, que c'est difficile d'avoir beaucoup d'attention dessus, alors que c'est un point important, et qu'en fait, aussi, avoir plus de visibilité dessus, partager ces articles, ça permet aussi de montrer qu'il y a des demandes concrètes auprès des producteurs et productrices, mais aussi auprès de l'État. Donc, ça permet également de transmettre des recommandations et d'ajouter de la visibilité, en fait, à des problèmes qui perdurent, mais qui généralement sont visibilisés, en fait, seulement quand il y a un événement. Et c'est un peu le propre aux médias aussi, en fait, d'avoir des moments où tout le monde en parle. Et en fait, au moment où la tension passe, que finalement, on n'en parle plus, alors que le souci est toujours là. Et comme le disait Iliana et Stavros, ça fait des années qu'ils vont dans ces camps et qu'ils voient que la situation ne s'améliore pas. Donc oui, il y a un véritable enjeu à justement partager, visibiliser, pour que ce soit connu et que ce soit des demandes qui puissent être transmises. Yeah, Florian, just wanted to add that I think also very much important for the visibility of the issue is the European networks. And for example, when it comes to our work, to journalism and investigations, I think cross-border investigations can be the answer to the
you know, how visible these stories and these issues become to a broader audience and to a European level, because what we have seen a lot these past years is that, I don't know if this makes sense in English, but every country has its own Manolada in a way. Un point important que soulève Iliana aussi, c'est en fait une sorte de coordination au sein de l'Europe, puisqu'en fait, on se rend compte que chaque pays en fait a quand même une situation similaire. En fait, on peut retrouver ces situations dans d'autres pays, et que généralement, ce qui est intéressant justement en fait, c'est d'être capable en fait d'avoir des investigations en fait qui se focalisent sur différents pays pour vraiment montrer qu'en effet, c'est quelque chose qui perdure au sein de l'Europe, et pour en fait aussi susciter une prise de conscience. Ça se passe en Grèce, ça peut paraître loin, mais en fait non, ça se passe également dans d'autres pays, en Espagne, en Italie, en France, et que c'est également important puisque ça permet également de pousser pour des législations au niveau européen, puisque par exemple, à l'heure actuelle, nous sommes en attente de la proposition de la Commission européenne sur le devoir de vigilance, et notamment face aux violations des droits humains et de l'environnement, qui est en fait une législation qui permettrait de demander aux multinationales et aux sociétés mères d'analyser les risques de violation des droits humains et de l'environnement dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Donc, par exemple, justement, s'il y a des productions en Grèce, que ce ne soit pas une multinationale, un supermarché, que ne soit pas juste responsable pour son siège, mais également pour ce qui se passe en fait dans ses plantations, et que justement, en fait, permettent aussi d'avoir des recherches à travers l'Europe. Ça permet également de favoriser et d'encourager ce plaidoyer européen pour comprendre qu'il y a en fait des législations au niveau européen qui régularisent un peu mieux ces conditions de travail et qui permettent justement de soutenir ces travailleurs et travailleuses pour leur assurer des meilleures conditions de vie et de travail. Donc il y a vraiment aussi un enjeu d'un point de vue européen pour comprendre que ça se passe en fait partout justement. Sorry. No, go on, Sarah. Go on. No, I wanted to say thank you very much to Jean-Marie for the message and the good words, and to the answer to the question of Roman. There are some women, but these are mostly very, very few people from the Balkans, like from Bulgaria or Romania. There are some families, but they live in better conditions. Usually, they are, you know, they have better wages and so. And there are many minors. There are many minors either unaccompanied or with some older relatives. So we have seen many children, like 15, 16 years old, 14, working there. And in the last visit also. Mm-hmm. Donc en fait, Stavros aussi souligne le fait que il y a eu plusieurs générations en fait de migrants et migrantes. Donc là, par exemple, on est surtout sur la deuxième génération de migrants. Donc c'est essentiellement des hommes, puisque du coup, il y a quelques années, c'était des pères du Bangladesh qui étaient venus travailler. Maintenant, c'est en fait leurs fils qui les rejoignent. Et en fait, ils sont particulièrement mal payés, notamment comparés, par exemple, en fait, à d'autres migrants, notamment qui vont venir plutôt des pays du Balkan. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, en fait, les travailleurs migrants et migrantes qui viennent du Bangladesh, généralement, coûtent moins cher puisqu'ils vont se contenter d'un salaire journalier de 24 € pour une journée de 7 heures, alors que généralement, d'autres nationalités vont plutôt demander 35 à 40 €. Mais en fait, ça vient du fait que ce sont des personnes sans papier qui viennent en fait de zones où ils ont besoin de cet argent. Donc, en fait, ils sont dans une situation où ils ont peur d'être chassés, où ils ont des besoins, donc ils sont prêts à demander moins, tout simplement. Mais également, quelque chose qu'on remarque aussi au sein de ces plantations, c'est qu'il y a également la présence de mineurs en fait qui travaillent, qui vont du coup prétendre qu'ils sont majeurs, mais en fait, ça va être difficile de vérifier et généralement, ils ne le sont pas. Ils ont à partir de 14 ans et que ça aussi, c'est un énorme problème qui se pose au sein de ces plantations. Du coup, je vois aussi Yuhyang. Je suis désolée si j'écorche ton prénom, je m'excuse sincèrement. Est-ce que tu pourrais aussi, du coup, poser ta question? Oui, bien sûr, merci. So first of all, thank you, Iliana and Stavros, for sharing your work that you've been doing and like the situation in Manolada. And I'm interested in knowing the details of the COVID situations in Manolada because
For example, it reminds me of the case in Singapore, actually, because at the beginning, people were thinking that, well, like the people in Singapore, the governments are really principled and efficient in putting everything under control. But it turns out there are actually a lot of Indian foreign laborers or foreign laborers from Southeast Asia. They're actually living in this kind of like slum situations, like very unfortunate living conditions. And it's kind of, for me, it's kind of like the situations in Manalada. And you also mentioned that the government in Greece is not really recognizing the existence of this group of people, which is exactly the same for Singaporean government. They're not really taking care of the hygiene situations, for example, and environments of these people. So that's the reason why it actually became a huge cluster in Singapore of COVID infections. And I wonder how exactly it is for Manalada. Is this like kind of like a huge cluster over there as well, or somehow things are relatively calm over there? Thank you. Thank you. I'm just going to Sorry. for everyone. So you is actually asking more details about. Mon Dieu, désolée, je me suis mis un peu entre les deux. Non, en fait, je préfère l'anglais, s'il te plaît. Non, ça va. En fait, c'est juste que du coup, pour que tout le monde en fait ait aussi la question. Ah, ok. Je m'embrouille un peu. C'était très clair, hein, t'inquiète pas, c'est moi, c'est samedi matin. Ok, merci. Du coup, la question de You concerne en fait la situation du Covid dans les camps, puisqu'en du coup, il fait un peu le lien avec une situation à Singapour, avec des camps, des slums, où on a des conditions d'hygiène particulièrement difficiles. Et on se doute bien que le Covid a également aggravé cette situation. Du coup, il y a des besoins d'hygiène importants, de distanciation. Et du coup, en fait, il voulait justement avoir plus de détails en général sur cette situation. I would say that when the pandemic began, there was really no provision whatsoever about the people in Manalada. There was nothing. NGOs were pressing for months for something to be organized for these people. There was nothing. And recently they have started the vaccination, but the approach from the government is that they are very young. Usually, most of them are young. So even if they get sick, they might, be okay with it. So we have heard these words by being told by officials when it comes to refugees and migrants. So it would be really interesting to know how many COVID cases were there, but we don't know. We really don't know. There are no data recorded actually at all. Du coup, Stavros Soligana explique qu'en effet, oui, ça a été un souci très important de certaines organisations pour justement demander en termes de conditions de vie, mais même plus d'informations à ce sujet, et qu'on peut voir maintenant qu'il y a certaines campagnes de vaccination, mais qu'en fait, généralement, les gens sont assez jeunes, mais du coup, ils acceptent de se faire vacciner s'ils sont malades et tout, ou que parfois même aussi, on parlait justement de la barrière de la langue, et que ça peut être également un souci, où finalement, ces personnes n'ont pas forcément beaucoup d'informations sur ce qui se passe justement en termes de vaccination, mais qu'un gros souci, en fait, c'est qu'il n'y a pas de données. On n'a pas de visibilité sur le nombre de personnes, justement, qui ont contracté le Covid-19, et que ça, en effet, ça a été une grosse demande, en fait, du point de vue de Solomon, ou même des organisations qui étaient présentes dans la zone. Sorry, Stavros, and this is of course not a COVID-19 situation. I mean, this really bad system of data, actually no data, was previous to the pandemic, and of course, as a result, it's also there's no way now to keep track on the numbers. I mean, there is a way, but there is no willing to do it. Et du coup, Iliana nous explique aussi que c'est pas juste un souci en fait lié avec le Covid-19, parce que le Covid-19, disons, a exacerbé la situation, mais qu'en soi, de base, il y avait déjà un gros souci en fait en termes de données, ou plutôt de volonté justement d'enregistrer ces données et de les partager. Et que ça, en fait, c'est quelque chose que la pandémie a révélé, mais que ça reste quand même un gros souci, en fait.
et qu'il y a un besoin justement d'avoir plus d'informations et tout à ce sujet. Mais en fait, c'est vraiment un cercle vicieux, ça revient à tout ce qu'on disait avant sur le fait que les propriétaires ne connaissent pas forcément les personnes qui travaillent dans ces plantations, que généralement c'est des intermédiaires, que généralement en fait ils vont mettre sur leur budget que c'est des fertilisants, des pesticides pour pas mentionner les salaires, ou que la seule personne qui va avoir des papiers ou être documentée va recevoir le salaire qui sera distribué. Donc en fait, c'est toute une chaîne en fait qui permet de valider l'usage. Enfin, là, à ce stade-là, je pense qu'on parle presque d'usage de travailleurs, travailleuses migrantes dans de mauvaises conditions, et en fait qui tente en fait de n'avoir aucune recommandation, aucune norme pour permettre justement d'avoir une amélioration, et qui passe notamment par des données, puisque ça permettrait en fait de montrer à l'État de valider le fait que oui, en effet, il y a ces personnes qui vivent dans ces camps qui travaillent et qu'il y a besoin de les prendre en compte, et justement d'avoir des normes de l'État pour assurer leurs conditions de vie. Donc en fait, on voit vraiment que c'est plein de pièces, d'éléments qui sont liés ensemble et qui contribuent tous ensemble à cette situation, et que bien sûr le Covid-19 l'a exacerbé, mais que ça a surtout mis en lumière en fait un souci qui était déjà présent avant. Yeah, and we just shared one link that was written back then when the pandemic began, and there was seriously no provision at all about these people. And there is, of course, also a huge lack of information. And I mean, these people, usually these communities don't get informed. There is no way to know about the situation. And until recently, and maybe this is the case even now, all the information related to the pandemic and vaccination was not translated to the languages of these people, I mean, by the state. And it was NGOs and NGOs that took over to translate and produce guidelines about the people in order to get informed about the situation and what they have to do. I mean, like, you know, how to get vaccinated, what do they need, yeah. Non, un point important justement, c'est le manque d'information pour ces travailleurs et travailleuses. Donc déjà le manque d'information, et en plus le manque d'information traduite, ce qui fait qu'en fait ils n'ont pas clairement toutes les informations sur ce que ça implique, les moyens de prévention, de distanciation, qu'est-ce que ça implique de se faire vacciner, et que ça a été aussi un grand travail d'organisation présent dans la zone durant ces derniers mois, ces 2 dernières années finalement. C'est justement en fait de pouvoir en fait partager ces informations, les traduire pour s'assurer que les travailleurs et travailleuses en fait aient toutes les clés en main pour comprendre la situation, puisqu'aussi c'est je pense aussi qu'un point de vue aussi qui est très humain dans Solomon, c'est qu'on dit également le fait d'avoir cette inclusion, de parler aux communautés, justement, de créer un lien. Et je pense qu'il faut aussi se mettre 2 secondes aussi dans la peau de ces personnes où on arrive dans une situation où c'est déjà des migrants et migrantes illégaux qui travaillent dans des zones avec des conditions de travail et de vie horribles pour justement pouvoir espérer rentrer chez eux avec une somme, de l'argent, et qu'en plus on arrive dans une situation de pandémie mondiale où finalement ils et elles n'ont pas d'informations sur en fait la situation de façon générale, les risques, les moyens de se soigner ou de prévenir. Donc je pense qu'il y a un composant humain essentiel que Solomon insiste, et que l'intérêt aussi du reportage photo qui a été partagé, c'est vraiment de mettre en lumière le fait que ces travailleurs et travailleuses, c'est des humains avec des droits, avec des situations, et comme nous en fait. Et je pense que ça c'est vraiment un point que je voulais vraiment souligner auprès de Solomon, c'est vraiment cette approche qui est extrêmement humaine en fait, vraiment de comprendre que ces travailleurs et travailleuses, ce sont des personnes et tout qui partagent leur histoire, et c'est pas juste un chiffre un travailleur ou une travailleuse qui travaille dans une zone, mais ce sont des personnes qui ont justement des droits humains qui doivent être respectés. And again, I mean, I would strongly recommend to those who are interested in this COVID-19 and migrant worker situation to have a look at the findings by Lighthouse Reports. I mean, the investigation they did. I mean, they answer many crucial questions to how many European countries deal with the pandemic and the vaccination of undocumented people and the policy they follow. Du coup, Yana vraiment vous insiste à regarder
l'article de Lighthouse qui a été partagé parce qu'il permet vraiment d'avoir plus de données, notamment sur le Covid-19, si c'est un point qui vous intéresse particulièrement. De même, pour toutes les personnes qui sont inscrites par formulaire, étant donné que j'ai vos coordonnées mail, je vous renverrai en fait tous les liens qui ont été partagés si vous n'avez pas le temps de les prendre. Et pour toutes les personnes qui n'étaient pas nécessairement inscrites, notamment Siribi, Jean-Marie ou Juliette, je vous incite également à m'ajouter votre adresse mail dans la discussion. Comme ça, je peux également vous renvoyer en fait tous les liens pertinents qui ont été envoyés. Je ne sais pas s'il y a une autre personne. Sorry. Yeah. Sir, if I may, I just want to add one more follow-up question. I think Iliana mentioned that there are not really a lot of doctors over in Manolada documenting the recorded cases. That's why like we are lacking the information regarding like how many people are infected. I'm just wondering how exactly do these people seek medical assistance? Not just about COVID, but like, do they have enough access to medical services in Manolada or other places with this kind of like huge migrants community in Greece? Du coup, la question de You, en fait, c'est de savoir justement, au-delà des informations, comment ces personnes, en fait, peuvent chercher une aide médicale quand il y a besoin. Donc, on parlait là du Covid-19, mais de façon plus générale, comment ça se passe dans ces camps en termes d'organisation pour avoir accès à des soins, que ce soit précisément à Manaloda, mais aussi de façon générale quand il y a justement des plantations avec des nombres de travailleurs et travailleurs migrants et migrantes importants. Yuxiang, if it's not a problem, I will leave this question to Stavros because he knows better. No problem, no problem. He was the lead journalist in this investigation anyway, so. Okay, great. Sure. There is one health center, that's how it's called. But these are, let's say, smaller than a hospital. Like you can treat some basic, first grade cases. And then they would need to go to the hospital. They would need, I don't know, to take a taxi probably to go to the hospital, which is more than half an hour away. But the thing is that in general, they are very often scared to go, to encounter anything that is related to the authorities because they, if they are undocumented, they fear that they might. It's better to be undocumented and not detected by the system than let the system know about you, because usually this can lead to them getting a paper which it's an expulsion paper and it informs them that they need to leave the country within a month. So very often they would, if they are sick, if they have fever, if they have something, they will very often, try to beat it at, at home, at the shack. Donc, en fait, en général, pour certains, lorsqu'ils sont malades, en fait, ils vont essayer justement d'aller prendre un taxi, d'aller rejoindre un hôpital. Mais déjà, en termes de frais, ça peut être des frais importants. Mais aussi, il y a un souci, étant donné qu'ils n'ont pas de papier ou de documents, il y a quand même toujours, même s'il y a une sorte d'acceptation quand même dans la zone, parce que du coup, ils permettent en fait d'engranger des revenus avec la production de fraises et l'exportation, il y a quand même une certaine peur. Donc en fait, pour beaucoup, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de système dans le camp, ils vont essayer de trouver des moyens un peu plus rudimentaires de, par exemple, faire baisser une fièvre. Mais en fait, oui, il y a un gros souci en termes de soins qui se pose. And just one last thing, actually, this was also one of the biggest issues in the discussion about vaccinations and undocumented people. I mean, how do people feel safe to visit the nearest, let's say, hospital and get vaccinated if there is, this threat, this danger that they might be caught by the police and end up to jail or out of Greece. Actually, I think the government, they gave like, which is the English word? Like just for the day of the vaccination, people can get, undocumented people can visit the hospital, get vaccinated, and nobody will gonna do anything to them. But it's just for the day, this day.
Donc, et du coup, bien sûr, en fait, ça soulève un problème plus large avec la vaccination avec le Covid-19. Du coup, on se demande dans quelle mesure ces personnes sont bien avec le fait d'aller dans un hôpital se faire vacciner, si en effet, il y a un risque parce qu'elles n'ont pas de papier. Donc, il y a une sorte d'élément gouvernemental qui a été instauré, c'est le fait d'avoir, par exemple, une journée où ces personnes, ou une demi-journée où ces personnes peuvent aller à l'hôpital se faire vacciner, même s'ils n'ont pas de papier, mais qu'en fait, ça soulève encore le fait qu'au vu de la pandémie, c'est pas possible en fait de continuer à ignorer qu'en effet, il y a des migrants et migrantes sans papier qui sont dans la zone et qu'il y a besoin de structures et de normes pour les encadrer et les soutenir. And then again, even if they get this free pass for this specific day, there is also a question how the data collected, like the personal information of these people, will be handled later by the state, because these people will go get vaccinated, and the system will keep some information and personal data about them. So there is this question how the state and the government could maybe use this data later. Il y a aussi l'enjeu, en And I fait. stop here. Sorry, I'm sorry. No, it's fine. No worries. I think it's super interesting, so it's good just to add elements. Don't worry about that. Et du coup, le point qu'ajoute Iliana, c'est aussi qu'il y a toute la question de comment ces données sont récoltées, comment elles sont utilisées par le gouvernement, est-ce qu'elles sont partagées, parce que justement, le but derrière, en fait, c'est de prouver qu'en effet, il y a des personnes migrantes sans papier qui ont le Covid, donc il y a un besoin de structure, et qu'à nouveau, il y a des personnes qui se sont fait vacciner, ce qui prouve qu'elles sont dans la zone et qu'il y a besoin en fait de les reconnaître, et qu'on ne peut plus arriver dans un stade où il y a des politiques il y a des politiques qui ne favorisent pas l'arrivée des migrants et migrantes. Du coup, on déclare que non, en fait, il n'y a pas de migrants et migrantes sans papier, qu'il y a un besoin de données, mais qu'en effet, il y a aussi toute la question de comment le gouvernement compte récolter et utiliser ces données, et est-ce qu'elles sont aussi partagées, par exemple, avec des organisations qui peuvent effectuer du plaidoyer à ce sujet-là. Du coup, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question, que ce soit en commentaire ou en levant la main. Et bien sûr, du coup, à toutes les personnes du coup qui sont là, notamment Jean-Marie, Juliette ou Siribi, qui est devenu en fait avec le lien Zoom, je vous incite à partager aussi vos adresses email. Comme ça, je peux vous renvoyer tous les liens que Iliana et Stravos ont partagés. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clore cette session, sachant qu'encore une fois, je renverrai tout et vous avez les adresses. Donc vraiment, si vous avez une question, n'hésitez pas à contacter Iliana et Stavros à ce sujet-là. So I think we don't have any more questions. So I propose that we kind of end this discussion. Oh yeah, there's just actually one last question from Marianne. So the question is actually how to see, sorry, I'm trying to see it in the discussion and I'm having some issues. So yeah, the question of Marianne was actually how is it feasible to see and to support European projects that go in the right direction concerning that issues? Donc la question de Marianne, c'est en fait comment c'est possible d'avoir plus de visibilité ou de soutenir ces projets européens qui vont justement dans le bon sens et dans ces initiatives. I think it's always, all the media, we know that work on such issues, and we also are struggling to make ends meet and keep on reporting on these issues. So I think you can always, support in the level that you can and that you are able to, the media that work on the issues that you care about. I think that makes a difference. It doesn't make a difference from one person, but it makes a difference for many. And for us, for sure. It's very. It may not, it may not be the biggest part of our finances, but it's very encouraging, to see that there are people who care about the same issues and they care to support and they want to support you. I think that's quite nice. Alors du coup, pour ajouter quelques éléments de précision. Donc, Solomon font récemment en fait des third parties, donc en fait des membres du projet européen Our Food, Our Future, notre alimentation, notre avenir, auquel nous, ActionAid France, nous faisons aussi partie. Et donc en fait,
justement avoir des organisations qui font partie de certains projets comme ça, même si justement, comme il le précise, c'est pas forcément une partie importante de leur budget, ça permet vraiment d'avoir à l'échelle européenne différentes organisations en fait qui soutiennent des causes spécifiques, donc ça contribue justement à visibiliser cela. Et pour peut-être vous donner plus d'informations sur Our Food, Our Future, notre alimentation, notre avenir, c'est un projet européen qui a commencé en 2020 et qui réunit 16 organisations européennes et une située au Brésil, une en Afrique du Sud. Et le but du projet, c'est notamment en fait de mobiliser les jeunes et le public aux défaillances de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et notamment à ses impacts sur les violations des droits humains et de l'environnement et son impact sur la migration. Donc l'idée en fait vraiment, c'est à travers des actions de sensibilisation, de mobilisation, des activités comme cette table ronde, des formations ou même des lives Instagram où on parle avec différents interlocuteurs, de comprendre en fait que la chaîne d'approvisionnement alimentaire, donc par exemple vraiment de la société mère, une multinationale, un supermarché comme Carrefour, Auchan, qui va acheter en fait des productions, des fraises en Grèce ou encore des bananes en Équateur ou en République dominicaine, que tout au long de cette chaîne, en fait, justement, on a des violations des droits humains et de l'environnement. Donc, ça concerne par exemple les conditions de vie, de travail, avec des salaires de misère, pas d'infrastructure, pas de sanitaire, pas d'accès à une sécurité sociale, pas de congés payés notamment ou d'arrêt maladie, des contrats saisonniers, du coup, une certaine précarité sur l'emploi, mais également un impact sur les communautés avec des cas d'appareillement de terre, l'usage de pesticides qui contaminent et qui mettent en danger l'accès à l'eau et aux ressources, et bien sûr un impact sur l'environnement, notamment par exemple avec de la déforestation, un impact avec le changement climatique ou encore avec un usage extensif de terre qui va avoir un impact sur la biodiversité. Donc le but vraiment de ce projet, c'est d'avoir plus d'informations dessus, et ce projet en fait justement favorise en fait plusieurs pays européens mais également plusieurs pays du coup hors Europe, pour en fait avoir plus de visibilité dessus et avoir des aspects de différentes thématiques dans différents pays. Donc ActionAid France fait partie de ce projet européen justement, et en fait c'est pour ça que justement on appelle ces tables rondes Engage Tes Like, parce que ça fait partie d'un parcours de formation Engage Tes Like qui vise à mobiliser des jeunes et à leur apporter tant du contenu thématique, donc par exemple avec cette table ronde, mais également du contenu plus pratique, donc des compétences techniques, notamment avec un engagement sur les réseaux sociaux, puisqu'on a vu qu'avec le Covid-19, c'est un outil qui est devenu en fait de plus en plus utilisé et qui permet également justement de visibiliser ces articles, ces posts et ces demandes auprès des gouvernements ou des multinationales. Donc, pareil, dans le mail que je peux vous envoyer, plus de détails, notamment sur le projet Our Food, Our Future, mais également, par exemple, sur Engage Tes Like, si par exemple vous souhaitez rejoindre le parcours de formation pour les prochaines formations justement qu'on aura, et notamment la prochaine qui sera probablement en mars. Donc, j'essaye de vous envoyer tout ça dans la barre d'infos. Et sachant qu'aussi, on parlait justement du fait d'avoir des législations européennes et que ce projet Our Food, Our Future permet aussi, par exemple, en fait, de visibiliser les violations des droits humains qui sont présentes dans certains aliments. Donc, le fait que, par exemple, dans la production du cacao, ça implique le travail des enfants, que dans la production du café, par exemple, en Équateur, c'est des familles entières qui travaillent, ou qu'encore que les oranges, ce soit aussi un usage de pesticides sans équipement pour les travailleurs et travailleuses. Mais également au sein du site web que je vous envoie, qui est une version française, vous pouvez également en fait retrouver notre pétition qui demande justement à ce qu'il y ait une législation européenne qui vise en fait à apporter plus de responsabilité auprès des multinationales pour qu'elles soient responsables d'analyser les risques de violation aux droits humains et de l'environnement et de produire des plans de vigilance qui prouvent qu'ils cherchent à mitiger ces risques. Et nos demandes concernent par exemple toute la chaîne d'approvisionnement, le fait qu'il y ait de véritables sanctions, des amendes, des exclusions de marché, que toute ONG, partie prenante ou victime puisse porter plainte et que le poids de la vérification de la preuve ou de la culpabilité ne soit pas sur la victime, mais bien sur la multinationale, et aussi prendre en compte une perspective du genre, puisque du coup, les femmes sont généralement de façon différente et de façon aussi disproportionnée, affectées justement par ces violations, notamment avec des violations sexuelles ou sexistes. Et c'est important justement que cette législation européenne également ait une composante qui vise spécifiquement les femmes. Donc je vous envoie en fait le lien justement dans la discussion, ainsi que le lien ActionAid France si vous souhaitez rejoindre le parcours de formation Engage Tes Like. Et sachant qu'au sein de ce parcours de formation, ce qu'on fait par exemple, c'est des lives Instagram tous les mois qui permettent en fait d'avoir une discussion avec des interlocuteurs. Donc par exemple, on a parlé avec
le syndicat STAS en Honduras, le syndicat ASTAC en Équateur, ActionAid Haïti, ActionAid Guatemala, Reporter Brésil, qui est aussi un centre d'investigation axé sur le journalisme et les médias, qui a notamment parlé de la production de la viande et de ses impacts au Brésil. Donc, je vous renverrai à nouveau tout ça dans le petit mail avec les données, mais qu'en effet, oui, un point important justement dans ces projets européens, c'est de pouvoir avoir en fait des organisations peut-être plus petites ou moins grandes justement, au moins accès plaidoyer européen, pour qu'elles puissent justement contribuer en fait avec leurs données et leur expérience du terrain. J'espère que ça répond un peu plus peut-être à ta question, Marianne. Je suis désolée pour la très très longue réponse. Du coup, j'essaie juste de vérifier s'il n'y a pas d'autres questions. Je suis désolée, j'ai un peu plus de difficultés à voir s'il y a des questions dans le chat. Alors, je vois qu'il y a un autre lien qui a été partagé. Oui, j'ai vu que, oui, je vois ce que tu mets, Marianne, sur le fait que l'OIT fait des choses sur le sujet. Il me semble que j'ai raté une question sur les multinationales, peut-être. Bon, il me semble que c'est tout, si je me trompe. Et si, encore une fois, j'oublie quelqu'un, parce que je ne vois pas très bien dans la discussion, n'hésitez pas, par exemple, à lever la main et à me reposer la question. Ah oui, et une dernière question du coup, il me semble, de Marianne, c'était de savoir si en fait Iliana et Stavros ciblent également des compagnies, des multinationales à travers leur recherche et leur investigation. So yeah, so I think you got it also in English, was to know if you target multinational companies to your research, as for example, in terms of recommendation, you specifically mentioned the need of the state. So I was wondering as well if you do more targeting of multinational that obviously also have an impact on the situation. The thing is that the producers in Manolada, they are local producers, they are Greek, and they create the product and then this gets exported to the big chains, supermarket, and so our focus until now has been, to be honest, mostly on the producers on the Greek level, but we are thinking to to expand it because these multinational chains and the supermarkets, they are also responsible for how the product that they offer is produced. And of course, if you have any idea of such a multinational company that we should give a try and investigate, let us know. Du coup, Stavros et Iliana précisent qu'en fait, ils se sont plus concentrés sur les producteurs et productrices Grèce, mais qu'en effet, oui, étant donné que la majorité de ces fraises sont en fait exportées en Europe ou même à l'international, et du coup, donc en fait, le but peut-être, c'est de voir en effet s'il y a une volonté de s'étendre de façon générale et de cibler plus des multinationales. Et en fait, du coup, si vous avez des propositions de multinationales, de supermarchés, où vous pensez que c'est intéressant peut-être de voir s'il y a plus d'implications, n'hésitez pas à les partager. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu plus à la question. Du coup, je vous propose de clore cette session et je vous remercie beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes en fait dans la salle et qui nous ont suivis pour cette discussion. Personnellement, moi, je trouvais que c'était très intéressant et je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis et d'avoir partagé vos questions. Et merci bien sûr à Iliana et Stavros. So thanks a lot, Iliana and Stavros. Thank you very, very much for coming with us and having this time with us on Saturday and sharing your experience, your inputs about the investigation. Thanks a lot to everyone who actually shared this discussion as well with us and adding input and questions. I think it was personally really interesting, so I was really happy about that. And obviously, I'll be sharing the links of everything that has been shared to everyone to make sure that you have all information. And don't hesitate to give a look at the social media of ActionAid France and Solomon if you want to keep update of the activities. Et du coup, yeah. Thank you so much for the invitation again. Thanks everyone for being here this Saturday morning. And yeah, I mean, we shared our contact. If anyone wants to contact us, yeah, feel free. Yeah. Thank you. Thank you. Du coup, Iliana et Stavros vous remercie. N'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux, que ce soit ActionAid, Solomon, pour rester à jour de nos activités, ainsi que tous les liens qui ont été partagés.
Et du coup, il vous incite également à vraiment ne pas être timide et à les contacter si vous avez besoin d'informations, que ce soit par curiosité pour un projet spécifique, et de même avec ActionAid France si vous avez des questions. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Et vous me retrouverez bientôt un petit mail de ma part pour justement avoir tous ces liens et peut-être 1 minute pour avoir une petite évaluation de la table ronde. Je promets que ça prend même moins d'1 minute. Donc, encore une fois, merci à vous et à bientôt pour une prochaine table ronde, un prochain live Instagram ou une prochaine formation. Merci. Merci, bon week-end. Merci, bon week-end. I'm just going to close the discussion right now. So, du coup, je vais juste mettre fin à la discussion, mais merci encore et je vous retrouve par mail de toute façon. Merci.